Bonjour. Alors, cette leçon, donc chapitre 2, grandeur physique, précision des calculs, précision des mesures. Alors cette leçon, elle est importante, je la fais au début, parce qu'on va l'utiliser en chimie et en physique. Quelle que soit la leçon, on aura besoin des notions que l'on va voir dans ce cours. Alors on va voir deux types de notions. Dans les leçons, d'une façon générale, on va faire des calculs avec des grandeurs physiques. Voilà, on va utiliser la calculatrice, donc là, il va y avoir un certain résultat, et donc ensuite on va écrire ce résultat. Alors, donc il faut faire attention quand on écrit le résultat d'un calcul avec des grandeurs physiques. Voilà, on ne recopie pas le nombre donné par la calculatrice. Il faut arrondir ce nombre. Il y a des règles. Bon, je pense que vous avez déjà vu. C'est avec les chiffres significatifs. Donc je pense que vous avez déjà vu. Alors ça va être la première partie, assez courte. Et ensuite, une nouvelle partie, ça que vous n'avez jamais vu, c'est sur la précision des mesures. En sciences physiques, on fait des mesures. Et bien sûr, ces mesures doivent être le plus précis possible. Mais il faut préciser, il y a une grandeur qui précise si cette mesure est précise ou pas précise. Voilà, on appelle ça l'incertitude. Donc c'est l'autre partie qui est beaucoup plus grande. Voilà les deux parties. Donc on commence la première partie. Alors, donc écrire correctement le résultat d'un calcul. Donc il y a deux cas. Le premier cas, c'est quand le résultat provient d'un produit ou d'un quotient. Voilà, je mets un exemple. Voilà, donc là c'est l'expression de la grandeur t, qui est égale à 2 fois u fois d divisé par m. Donc on a bien un produit et un quotient. Donc t a une certaine valeur et il faut l'arrondir correctement avec une certaine règle. Alors ça c'est la première règle, et il va y avoir un deuxième cas. Le résultat provient d'une somme et d'une différence. J'ai mis un exemple, voilà. L'expression de d vient d'une somme et d'une différence. Là il y aura une autre règle. Voilà. Donc on va commencer par cette règle-là. Donc on va calculer D. Alors il nous faut les valeurs de U, D et M. Donc U vaut ça, 14,52 fois 10 puissance 5. D, bon, cette valeur-là, donc là c'est fois, fois 10 puissance 7. M vaut ça. Donc ces nombres-là, ces grandeurs-là, ces nombres, on les met ici. Voilà. Et on met tout ça dans la calculatrice. Alors la calculatrice donne ce nombre, et c'est pas ce nombre qu'il faut écrire. Alors j'écris la règle. La règle est la suivante. Alors le résultat, ça donc, doit avoir le même nombre de chiffres significatifs que la donnée la moins précise. Donc je vous rappelle ce que signifient les chiffres significatifs d'un nombre. Ah, ça c'est simple, la règle est assez simple, c'est le nombre que possède la grandeur étudiée, le nombre de chiffres, pardon, que possède le nombre étudié, la grandeur étudiée. Alors sauf qu'il y a deux exceptions. On ne tient pas compte des puissances de 10, s'il y a une puissance de 10, voilà, par exemple ici, on ne va pas tenir compte des puissances de 10, et s'il y a des zéros qui sont placés à gauche, on n'en tient pas compte. Par exemple ici, là vous voyez, on va pas tenir compte de ces zéros. Donc, ce qu'on va faire, on va compter le nombre de chiffres significatifs pour ces trois grandeurs. Alors, on ne tient pas compte des puissances de 10, on a dit, et donc on compte les chiffres. 1, 2, 3, 4. Donc ce nombre-là possède 4 chiffres significatifs. Ce nombre-là, on ne tient pas compte des puissances de 10, on ne tient pas compte des zéros placés à gauche, mais on tient compte des zéros placés à droite. D'accord ? Donc combien de chiffres significatifs? 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce nombre a 5 chiffres significatifs. Alors voilà, c'est ce que j'appelle la règle 1, et donc il va y avoir 6 ou 7 ou 8 règles à savoir, vraiment utiles toute l'année. Voilà, donc je les ai mis en rouge. Donc la règle 1, c'est savoir déterminer le nombre de chiffres significatifs d'une grandeur. Donc là, 5 chiffres significatifs. Pour celui-là, eh bien, on tient compte des zéros de droite, donc 3 chiffres significatifs. Alors, maintenant, on relit la règle. Donc, le résultat doit avoir le même nombre de chiffres significatifs, donc le résultat doit avoir un certain nombre de chiffres significatifs, que la donnée la moins précise. Cherchons donc la donnée la moins précise. Donc, on regarde le calcul ici.
Alors, on a nos grandeurs qui sont ici, et là on a le 2. Alors je vais d'abord faire une petite remarque sur le 2. Alors attention, ceci ne signifie pas que la donnée possède un chiffre significatif. Parce que ce 2 vient de la formule. C'est un coefficient multiplicateur. Donc ce n'est pas une grandeur physique avec une unité. Voilà, on multiplie, ce groupe-là par 2. En plus de ça, c'est pile 2. Donc on écrit 2, mais en fait ça veut dire 2,0000. En fait, ce nombre-là, il a une infinité de chiffres significatifs. C'est pas écrit, d'accord? Il n'a pas un chiffre significatif. Donc du coup, quand on cherche le nombre de chiffres significatifs dans un calcul, eh bien, on ne tient pas compte des coefficients. D'accord? Donc du coup, je vais chercher le nombre de chiffres significatifs avec les grandeurs physiques, U, D et M. Bon, on a dit 4 chiffres significatifs, ici on a dit 5, ici on a dit 3, donc la donnée la moins précise, c'est assez intuitif, c'est la donnée qui possède le moins de chiffres significatifs. Donc la donnée la moins précise, c'est M, avec 3 chiffres significatifs. Donc le résultat doit avoir le même nombre de chiffres significatifs que M. Donc le résultat doit avoir 3 chiffres significatifs. Donc là, il y a combien de chiffres significatifs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y en a trop. D'accord? Alors il ne s'agit pas de couper et mettre 988, parce que 988 c'est pas égal à ça. Donc quand on a un grand nombre comme ça, donc il y a une astuce, il faut écrire une puissance de 10. Il faut écrire le nombre en écriture scientifique. Donc on le fait. Alors donc ça va être 9,885, etc. Donc la virgule est ici. D'accord? Et donc il faut que je mette une puissance de 10. Donc ça va être quelle puissance? La virgule est ici. Donc je me décale de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs vers la droite. Donc ça fait 9,885, etc. 10 puissance 7. D'accord? Mais alors maintenant, j'ai un nombre compris entre 1 et 10, avec beaucoup de chiffres significatifs. Donc là, il faut que j'en mette 3. Donc je coupe ici. Mais comme j'ai un 5 ici, il faut que je mette 9 ici. Donc ça fait 9,89, 10 puissance 7. Voilà, 9,89, 10 puissance 7. Petite remarque, on aurait pu aussi au début couper le nombre ici. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on aurait mis 9,89. Et puis ici, on aurait mis une puissance de 10, donc la virgule est ici, donc 1, 2, 3, 4, 5. On aurait pu écrire 9,89, 10 puissance 5. C'est pareil. D'accord. Donc voilà pour la première règle, quand on a des produits et quotients. Alors, juste une petite remarque là. Je sais pas si ça peut arriver, il peut y avoir un petit piège. Par exemple, mettons que la valeur pour t ne soit pas celle-là, mais celle-là. Voilà. Mettons qu'à la calculatrice nous donne ça. Et donc il faut mettre 3 chiffres significatifs. Donc voilà, donc là c'est un petit peu plus compliqué parce que on comprend bien que comme on a un 5, ici il faut mettre faut rajouter une unité, donc 0, il faut mettre 0, mais on retient 1, donc on le met à côté. Pareil ici, on rajoute une unité, donc 0, on retient 1, etc. Bon, donc ce qu'on va faire, comme précédemment, on va mettre ce nombre avec une écriture scientifique. Donc 9, donc la virgule est ici, donc on décale la virgule de combien de rangs vers la droite, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 9,99 10 puissance 7. Voilà. Voilà. Et alors maintenant, je dois mettre 3 chiffres significatifs. Donc je coupe ici. Mais comme j'ai un 5 ici, il faut que je rajoute un 0. Que je rajoute une unité, donc ça va faire 0. Pareil ici, pareil ici. Donc du coup, on va avoir 10,0, 10 puissance 7. Voilà. Voilà pour ce petit piège entre guillemets. Alors, voilà. Alors, on aurait pu écrire aussi en écriture scientifique 1,00 10 puissance 8, comme on veut.
Bon, alors voilà pour la première règle. Alors, eh bien vous allez faire les exercices de cours 1, 2 et 3. D'accord, donc je mets les énoncés que vous avez. Donc ça, voilà, je mets là, ici, la feuille, voilà. Alors, écoutez, vous faites l'exercice 1, d'accord, vous mettez en pause, et vous faites l'exercice 1, et puis quand c'est fini, eh bien vous remettez play pour voir la correction, d'accord. Bon, je vais corriger. Alors, je lis. Préciser le nombre de chiffres significatifs. Alors, chiffre significatif, eh bien ça s'écrit CS, hein, chiffre significatif, des grandeurs suivantes. Alors, sur vos copies, hein, quand je rayerai le résultat, et qu'il y aura CS, ça veut dire que vous êtes trompé, vous avez mal arrondi le résultat, hein, vous avez fait une erreur dans les chiffres significatifs, hein, ça voudra dire ça. Alors, précisez le nombre de chiffres significatifs des grandeurs suivantes. Alors, combien de chiffres significatifs pour 7800 secondes? Eh bien, on tient compte des zéros de droite, donc 4 chiffres significatifs. Alors, on justifie pas, hein, bien sûr, hein, ça on va pas justifier. Ici, je ne tiens pas compte des zéros de gauche, donc 3 chiffres significatifs, hein, ces 3-là. 2, 3 chiffres significatifs. Ici, donc il y a une puissance de 10, je n'en tiens pas compte. Je tiens compte des zéros de droite, donc 1, 2, 3, 4, 5 chiffres significatifs. Je ne tiens pas compte des puissances de 10 pour le dernier, et des zéros de gauche, donc 2 chiffres significatifs. Voilà pour l'exercice 1. Donc vous mettez en pause, et vous faites l'exercice 2. Alors, je corrige l'exercice 2. Donc, je lis un pendule constitué d'une bille fixée à l'extrémité d'un fil. Donc, effectivement, ici, on a une bille qui est fixée au bout du fil. Ici, l'extrémité du fil est sur un support fixe. Et ce pendule oscille avec une certaine période. Hein, c'est-à-dire que on prend la bille, on l'écarte de sa position d'équilibre, on la lâche, et le pendule se met à osciller comme ça. Donc on a un mouvement périodique, et donc la durée d'un aller-retour, c'est la période. Hein, voilà. Donc la période a une certaine valeur. Alors la valeur de la période t dépend de la longueur du fil et de la valeur du champ de pesanteur de la planète. Et on vous donne la formule de la valeur de la période t. Donc t est en secondes dans cette formule, L est en mètres et G en newton par kilogramme. On vous donne comme donnée la longueur du fil qui est 32,2 cm et le champ de pesanteur sur Terre 9,80 newton par kilogramme. Et on vous demande de calculer t. Très bien. Bon écoutez, on va commencer par mettre la formule. Hein. Donc t est égal à 2pi racine de L sur G. Voilà, et on met les nombres. Donc 2pi fois. Alors, L c'est 32,2 cm, mais attention, dans la formule, il faut le mettre en mètres. Donc petit c, c'est une puissance de 10, ça vaut 10 moins 2, 10 puissance moins 2, donc soit on écrit 32,2 10 puissance moins 2, ou soit on décale la virgule de 2 rangs vers la gauche pour mettre en mètres. Hein. Bon, voilà, moi je vais faire ça, c'est plus simple. Donc 0,322 mètres. Voilà. Et divisé par G en newton par kilogramme, donc c'est bon, les unités sont bonnes. 9,81 égale. Alors ça, j'ai fait le calcul, donc je mets ça entre parenthèses parce que c'est pas ça qu'il faut écrire. 1,1383 secondes. Alors, là j'utilise la règle. Donc le nombre de chiffres significatifs du résultat,
doit être le même que la donnée la moins précise. Hein. Alors ici on a 3 chiffres significatifs, ici 3 chiffres significatifs, donc je dois couper ici. Donc comme j'ai un 8 ici, il faut que je mette un 4 là. Donc ça fait 1,14 secondes. Voilà, donc ça c'est pas la peine de le mettre. Hein. Vous mettez directement 1,14 secondes. Voilà pour l'exercice 2. Alors vous mettez en pause et vous faites l'exercice 3. Alors je corrige l'exercice 3. Alors on applique la formule suivante avec les données suivantes. Écrire correctement la valeur de l'énergie cinétique EC. On vous donne la formule de l'énergie cinétique, on vous donne les unités de chaque grandeur, on vous donne les valeurs des grandeurs, donc il suffit de calculer et d'écrire correctement le résultat. Donc on écrit EC est égal à 1 demi de MV2. 1 demi fois, alors on vous donne la masse en kg dans la formule 100 kg, donc c'est bon, 1350 fois V, 12,7 mètres par seconde, ça c'est la donnée, dans la formule mètres par seconde, donc c'est bon, donc 12,7 au carré. Alors j'ai fait le calcul, et la calculatrice donne, donc je mets ça entre parenthèses parce que c'est pas ça qu'il faut écrire, alors ça, 8, 7, 0, 75. Alors, donc, combien de chiffres significatifs on doit mettre? Eh bien, bon, alors ça, c'est des coefficients, on n'en tient pas compte. Hein. Donc, 4 chiffres significatifs, 3 chiffres significatifs, donc 3 chiffres significatifs. Donc, il faut écrire ça en écriture scientifique. Donc, d'abord en écriture scientifique, donc 1 virgule, donc la virgule est là, je me décale de combien de rangs? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, hein, 10 puissance 5. Voilà, 10 puissance 5, et il faut que je mette 3 chiffres significatifs, donc 1, 0, 9. Voilà, hein, donc la virgule est là, 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Et on met l'unité, donc ce sont des joules. Voilà. Donc voilà pour ces exercices. Alors, on va reprendre le cours. Alors, donc là, et là. Alors, maintenant. Donc le résultat provient d'une somme et d'une différence. Voilà, donc on va faire ce calcul-là. Donc on va mettre les valeurs de A, B et C. Alors, voilà, hein, A, B et C. On calcule. Voilà, on fait ce calcul-là et on trouve ça. Alors, c'est pas ça qu'il faut mettre. Alors, quelle est la règle? La règle est la suivante. Alors, il y a 2 règles en fait. Hein. Donc la première chose à faire, quand vous faites des sommes et des différences, c'est forcément les mêmes grandeurs hein, que vous additionnez. Hein. C'est des masses, par exemple, que des masses ou que des longueurs. Hein. Alors, si c'est des masses, il faut toutes les mettre, par exemple, en kilogrammes. D'accord. Si c'est des longueurs, il faut toutes les mettre en mètres ou en centimètres. D'accord. Mais il faut que ça soit vraiment les mêmes unités. Bon, alors, première chose, voilà, même unité. Hein. Et ensuite, donc, pour arrondir, alors on lit le dernier chiffre exprimé du résultat. Donc unité, dixième, centième, etc. Là, par exemple, le dernier chiffre exprimé, c'est le millième. D'accord, hein, 3 millièmes. Donc sera le même que celui de la donnée la moins précise. Donc en fait, il faut savoir dans les données si c'est précis au millième, au centième, etc. Donc on va regarder un par un. Alors la précision des données. Alors 0,82, bah, c'est précis au centième. Donc on l'écrit. Voilà. 75,1, c'est précis au dixième. Et celui-là est précis au millième. Donc la donnée la moins précise, eh c'est celle-là, hein, qui est précise au dixième. Donc on relit la règle. Le dernier chiffre exprimé du résultat sera le même que celui de B, hein, de la donnée la moins précise. Donc au dixième. Il faut arrondir au dixième. Donc du coup, on va mettre, comme j'ai un 5 ici, on va mettre 70,6. Voilà. Donc voilà, ça c'est la première partie de la leçon, précision des calculs, donc voilà, ça on en aura toujours besoin, quelle que soit la leçon. Hein. Voilà, il faut bien retenir ces données. Alors c'est surtout cette règle-là, hein. Cette règle-là, c'est pas souvent, cette règle-là. Bon, eh bien on va passer donc maintenant aux mesures, précision des mesures. Alors, il faut d'abord, avant de voir ça, il faut que je fasse un petit rappel de maths, sur l'écart-type, hein, la signification de l'écart-type. Hein. Il n'y a aucun calcul, mais c'est simplement pour voir un petit peu ce que ça signifie l'écart-type. Voilà, j'avais besoin de ça. Alors, rappel de mathématiques, signification de l'écart-type.
Alors j'ai pris un exemple. On imagine que 100 élèves ont fait un contrôle, voilà, et la moyenne, du groupe, hein, des 100 élèves, est 11. Voilà. Mais avec des cas différents. Hein, voilà. Donc dans 3 exemples différents, donc il y a 3 groupes de 100 élèves. À chaque fois la moyenne est de 11, mais la répartition des notes en quelque sorte va être différente. Alors on y va. Alors le premier groupe d'élèves, hein, il y a 100 notes et elles s'étalent, les notes s'étalent de 8 à 14. Et là l'écart type vaut 1. Alors l'écart type ça se note sigma, hein, sigma n-1 ou S, d'accord. Donc ça faut faire attention dans vos calculatrices, hein, c'est important, hein, parce que vous allez utiliser vos calculatrices, hein, pour trouver la valeur de l'écart type, hein, d'une série de mesures. Alors deuxième groupe d'élèves, hein, donc 100 élèves qui ont fait le contrôle, ils ont aussi 11 de moyenne, mais vous voyez, cette fois-ci, les notes s'étalent entre 6 et 16. Hein, les notes sont plus dispersées, sont plus étalées. L'écart type vaut 2 cette fois-ci. Voilà. Ensuite, troisième exemple. Donc à nouveau, 100 élèves qui font le contrôle, la moyenne est de 11, toujours même moyenne, mais cette fois-ci les notes s'étalent de 14 à 18, donc c'est encore plus étalé, c'est 3. Donc vous voyez, quand on a une grandeur, hein, qui varie, hein, eh bien il y a 2 façons de représenter donc la dispersion des valeurs, hein, l'étalement des valeurs. Soit on fait un histogramme, voilà, hein, donc ça on voit bien la répartition de toutes les valeurs. Voilà, mais c'est un peu long à faire un histogramme. Donc il y a pour représenter là, cette distribution, hein, il y a une autre façon. On fait ça avec 2 nombres. Le premier nombre c'est la moyenne, et ensuite, eh bien c'est l'écart type. Ça donne en quelque sorte l'écart à la moyenne. Donc plus l'écart type est grand, eh bien plus l'écart à la moyenne est grande, plus les notes sont dispersées. Voilà, c'est un moyen rapide de montrer une distribution d'une grandeur qu'on étudie. Donc voilà. Donc là j'ai mis les remarques. Hein. Donc exemple 1, les notes sont peu étalées autour de la moyenne. Exemple 2, les notes sont plus étalées autour de la moyenne. Et exemple 3, les notes sont encore plus étalées autour de la moyenne. Et ce qu'il faut retenir là de l'écart type, donc plus l'écart type est élevé, eh bien plus les valeurs sont dispersées, étalées autour de la moyenne. Voilà pour ce petit rappel sur l'écart type. Alors maintenant les mesures, précision des mesures. Donc en sciences physiques, on essaie on fait toujours des mesures, c'est très important, et puis on veut qu'elles soient les plus précises possibles, et on veut chiffrer cette précision, ou l'imprécision, ou l'erreur. Hein. Voilà, parce que quand on fait des mesures, il y a forcément des erreurs, parce qu'on n'a pas des appareils parfaits, parce que le manipulateur ne manipule pas parfaitement, donc il y a toujours des erreurs. Donc je vais commencer par parler de ça. Les erreurs quand on manipule. Voilà, je vais parler de ça. Alors, les erreurs de mesure. Alors j'ai pris un exemple. Hein. Alors voilà quel exemple j'ai pris. On mesure plusieurs fois la durée, alors ça c'est la lettre grecque tau, hein, la durée tau de chute d'une bille qui tombe d'une hauteur de 10 mètres. Hein, c'est-à-dire que concrètement, voilà, on imagine qu'on est dans un immeuble, on a une petite bille, on monte au 2e étage, on va dire, au 2e ou 3e étage. Là on mesure, on se débrouille un petit peu pour mesurer donc 10 mètres du sol jusqu'au 2e ou 3e étage, voilà. Et on prend une bille, voilà, et puis on a un chronomètre. Au moment où on lâche la bille, on déclenche le chronomètre, et puis quand on voit que la bille frappe le sol, hop, on arrête le chronomètre. Voilà. Donc là on a la durée de chute de 10 mètres de la bille. Alors c'est expérimental, c'est pas parfait. Et la personne, elle fait plusieurs fois cette expérience. Hein. Elle fait ça 10 fois, je crois. Hein, voilà. Et elle met toutes ces valeurs dans un tableau. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Alors, ça c'est logique, elle trouve pas la même chose. Hein, voilà, à chaque fois. Alors pourquoi ne trouve-t-elle pas la même chose? C'est ce qu'on appelle les erreurs de mesure. Eh bien,
ce qui est assez cohérent, c'est logique, bah, c'est de dire qu'au moment où elle lâche la bille, eh bien, elle déclenche pas tout à fait au même moment le chronomètre. Donc ça fait une erreur. Alors, il y a surtout une autre erreur, c'est quand elle regarde la bille tomber sur le sol, là, il faut arrêter le chronomètre. Donc là, il y a une deuxième grosse erreur, parce qu'elle va pas arrêter bien comme il faut. Deuxième erreur. Voilà. Ensuite, il y a des erreurs dues au chronomètre. Le chronomètre, c'est pas parce qu'il y a des chiffres qui défilent que le chronomètre est parfait. Le chronomètre, de par sa constitution, ne mesure pas forcément parfaitement. Donc le chronomètre fait des erreurs. Voilà. Alors, ensuite, il peut y avoir une autre erreur. On appelle ça une erreur systématique, c'est-à-dire que la personne, en fait, elle pense qu'elle a mesuré 10 mètres, mais bon, comme c'était pas facile à mesurer les 10 mètres, bah, elle s'est trompée, en fait, elle mesure, en fait, c'est pas 10 mètres, c'est 10 mètres et 2 centimètres, ou 9,98 centimètres. C'est le point de départ de la bille et le point d'arrivée de la bille, bah, ça fait pas 10 mètres. Voilà. Donc du coup, bah, toutes les mesures sont un peu fausses. Voilà, là j'ai regroupé un petit peu les types d'erreurs, donc je les ai écrites. Hein. Alors les mesures réalisées sont différentes à cause des erreurs commises. Alors j'appelais ça étourderie du manipulateur. Hein. Donc il déclenche le chronomètre trop tôt, puis trop tard, il fait une mauvaise lecture des valeurs. La qualité de l'appareil de mesure. Voilà, l'appareil n'est pas précis, alors il fluctue, hein. Il peut fluctuer. Le dispositif est mal réglé. Toutes les durées mesurées sont trop grandes car la hauteur est en fait de 10,1 mètres, mais il pense que c'est de 10 mètres en fait. Voilà, bon, etc. Bon, eh bien, ces erreurs de mesure, elles peuvent être chiffrées. Hein, on peut chiffrer, voilà, quand on a ce tableau de valeurs là, on peut chiffrer les erreurs de mesure. Alors, c'est une grandeur hein, qui représente cette erreur de mesure, et cette grandeur s'appelle incertitude. Hein, on parle de l'incertitude de la durée taux de la chute de la bille. On pourrait dire l'erreur de la durée de chute. On pourrait dire ça. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Hein, comment quantifier ces erreurs. Alors, grandeur représentant l'erreur d'une mesure. Alors c'est ce que j'ai dit. Donc la grandeur représentant l'erreur sur une mesure s'appelle incertitude type. Hein, voilà. Alors moi je dirais pas toujours incertitude type. Hein, je dirais par abus de langage, je dirais incertitude. Alors l'incertitude c'est noté par une lettre et c'est noté par la lettre U. Alors pourquoi de UU? Ça vient de l'anglais. Hein, c'est uncertainty, hein, qui veut dire incertitude, incertain, faux, voilà. Alors, et entre parenthèses, on met la grandeur étudiée. Hein, voilà. Donc là, on mesure une durée, la durée taux, donc on met U de taux. Si on mesurait, je sais pas, une masse, M, eh bien on mettrait U de M. Ben voilà. Alors, dans notre exemple, l'incertitude vaut, alors on va voir après, vaut 0,006 secondes. Dans notre exemple. Alors ce calcul, on va le faire juste après. Hein. Je vais vous montrer comment on arrive à ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que ça veut dire. Eh bien, ça veut dire que on fait une erreur de 0,06 secondes dans notre expérience pour la mesure de la durée de la bille. Donc il y a une erreur de 6 millièmes de seconde. Alors on peut dire qu'en fait, il y a une imprécision de 6 millièmes de seconde dans nos mesures. Voilà. Donc nos mesures, elles ne peuvent pas être précises, avoir une précision supérieure à 6 millièmes de seconde. Si on écrit le résultat avec des microsecondes, c'est pas possible. D'accord ? C'est pas possible parce que l'imprécision, elle est déjà de 6 millisecondes. D'accord ? Voilà, c'est ça que ça veut dire. Hein. Alors donc ça, je l'ai écrit. Donc ce 6 millisecondes là, ça signifie que l'erreur de mesure vaut 6 millisecondes, c'est-à-dire plus concrètement qu'il y a une imprécision de 0,06 secondes sur la durée mesurée. Alors on va voir maintenant comment on calcule les incertitudes, comment on calcule les imprécisions, comment on calcule les erreurs. Hein. Tout ça c'est synonyme, hein. Incertitude, erreur, imprécision, voilà. Comment on fait? Alors c'est pas compliqué. Hein. À chaque fois, on va vous donner une formule et il faudra l'appliquer. Tout simplement. Il faudra appliquer
la formule. Voilà, il n'y a pas, il n'y a pas de formule à savoir. Hein. Alors on y va. Calcul d'incertitude. Alors j'ai fait plusieurs exemples, hein, 3-4 exemples pour bien que vous compreniez. Alors, on utilise une formule qui est donnée hein, pour calculer l'incertitude d'une grandeur. Alors on reprend, ça c'est notre exemple, hein, avec nos 10 valeurs, là, voilà. Hein. Et comment on trouve l'incertitude? Eh bien, on donne la formule de l'incertitude. La voici. Donc l'incertitude de taux, bah, donc là on reconnaît l'écart type, hein, sigma n-1, divisé par racine de n, et n c'est le nombre de mesures, hein, donc on a fait 10 mesures. Donc là on va mettre 10. Alors, on a une série de nombres, bah, qui dit série de nombres, bah, dit écart type. Donc avec vos calculatrices, donc ça on le verra en cours, tous ensemble, parce que bon c'est un peu... voilà, il faut appuyer, puis ça dépend si vous avez des Casio ou des TI, donc ça on verra ensemble. Donc les calculatrices donnent l'incertitude de cette série de nombres. Voilà, donc du coup on met les valeurs, hein, voilà, donc... Alors n c'est le nombre de mesures, voilà. Donc ça je vous dis on le verra en classe, hein, d'accord, hein, comment on utilise la calculatrice pour trouver l'écart type de cette série de nombres. Donc divisé par racine de 10. Alors donc eh bien on fait le calcul. Alors ça c'est d'accord, donc écart type calculé avec un tableur et une calculatrice, voilà, on trouve ça. Alors, donc en toute rigueur, donc il faut appliquer, donc on fait un calcul, donc il faut appliquer la règle que l'on a vue pour la précision pour écrire correctement le résultat d'un calcul. Donc le 10, hein, le 10 qu'est-ce que c'est? Alors en fait c'est un nombre entier, donc c'est pile 10, hein, c'est pile 10, donc là c'est pas, alors c'est un peu subtil, c'est pas écrit, mais là il y a une infinité de chiffres significatifs, hein, c'est 10,00000, il n'y a pas deux chiffres significatifs, hein, c'est pile 10, hein, il y a une infinité de chiffres significatifs, c'est un peu comme si on avait un coefficient. Donc il y a combien de chiffres significatifs pour celui-là? Donc 1, 2, 3, 4, 5, donc il faut mettre 5 chiffres significatifs. Voilà, donc là il y en a que 4, donc j'ai pas tout mis. Alors pourquoi j'ai pas tout mis? Parce qu'en fait, pour arrondir correctement les incertitudes, ce n'est pas cette règle, la règle que l'on vient de voir. Donc il y a des exceptions. Donc on ne va pas utiliser cette règle-là. Donc à chaque fois que vous aurez à calculer des incertitudes, il va falloir utiliser la règle que vous admettez, qui est la suivante. Donc je l'ai mis là. Règle 2, en rouge. Donc l'incertitude est toujours arrondie, donc petit 1 par excès, avec un seul chiffre significatif, hein. Donc ça, on raye. Donc voilà, vous retenez bien, hein, voilà. Hein. Donc là, on n'arrondit pas comme on a vu, comme vous le faites, comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Non, parce que c'est une incertitude. Alors, un chiffre significatif, donc c'est celui-là. Hein. Les zéros de gauche, on ne tient pas compte. Et par excès, donc on va mettre un 6. Donc 0,006. Donc 3 zéros et un 6. Voilà. Donc toujours les incertitudes, on n'utilise pas la règle du début de cours, c'est la règle 2. D'accord? Voilà. Voilà pour l'exemple 1. Donc on va faire deux autres exemples, je crois. Alors, exemple 2. Alors cette fois, on mesure une seule fois la durée de la chute de la bille avec un chronomètre digital. Bon voilà, on trouve cette durée-là, donc une fois. Et on vous donne voilà, une formule pour trouver l'imprécision, pour trouver l'incertitude. Alors P, qu'est-ce que c'est? P, on vous dit que c'est 5 digits. Et un digit, qu'est-ce que c'est? Un digit, c'est la plus petite valeur mesurée par l'appareil. Donc notre appareil mesure ça. Mais la plus petite valeur mesurée par cet appareil, eh bien c'est 0,001 seconde. D'accord? C'est un millième de seconde. Donc 5 digits, ben, ça fait 5 fois 0,001. Donc ça fait 5 millièmes. Donc P égale 5 millièmes. Voilà, 5 millièmes. Donc ici je mets 5 millièmes, je divise par racine de 3. Voilà, et donc là, comme je calcule une incertitude, donc un chiffre significatif par excès, donc comme j'ai un 8, de toute façon c'est par excès, donc de toute façon ça sera un 3 ici. Voilà. Allez, exemple 3. Alors, incertitude sur une vitesse. Alors, vous avez pas mal de données là. Alors, on a un mobile qui se déplace, donc il parcourt une certaine distance d, avec une durée tau pour cette distance d, donc on vous donne tout ça. Donc le mobile, il parcourt 12,75 mètres en
avec cette durée-là. On vous donne la vitesse v du mobile, qui correspond à ça sur ça. Hein. On vous donne, donc la distance d, elle est mesurée. Donc si elle est mesurée, elle a une incertitude qu'on vous donne là. La durée taux du trajet, elle est chronométrée, elle est mesurée. Donc il y a une incertitude, on vous la donne là. Et on vous donne la formule de l'incertitude sur la vitesse. Alors vous voyez, c'est des formules pénibles. Hein. Donc au bac, vous pouvez avoir ce genre de formule. Hein. Donc vous voyez, il y a des carrés, ici, carré, racine carrée. Voilà, donc il ne faut pas se tromper avec la calculatrice. Et tout ça, on le met en une seule fois dans la calculatrice. Hein. Alors, eh bien on met la vitesse, U de D, on l'a, bon, on a toutes les valeurs. Hein. D, c'est ici. Donc, alors j'ai pas précisé les unités, hein, mais c'est donc mètres par seconde pour la vitesse, mètre pour tout ce qui est distance, et seconde pour tout ce qui est durée, hein, et tout ce qui est vitesse, mètre par seconde. Donc il n'y a pas de conversion à faire. Donc on met tous les nombres. Voilà. On met tout ça dans la calculatrice, donc on prend son temps, hop, on calcule. Toujours pareil, on arrondit avec un chiffre significatif par excès, donc ça va être 0,3. Alors, et ce nom, c'est pas la peine de l'écrire. Hein. Alors si, c'est bien de l'écrire quand même. Alors, entre parenthèses, mettons, c'est pas mal de l'écrire, parce que, voilà, pour le correcteur. Voilà, 0,3 mètres par seconde. Alors, voilà. Alors, exemple 4. Alors, celui-là, on va le faire après. Je reviendrai là-dessus, parce qu'il est un peu plus compliqué, et on fera un exercice là-dessus, d'ailleurs. Donc, je reviendrai là-dessus. Alors maintenant, donc je passe, tout ça. Voilà. Alors maintenant, une fois qu'on a fait nos mesures, qu'on a calculé notre incertitude, il faut faire une espèce de petite conclusion. C'est-à-dire qu'on met la mesure et à côté l'incertitude, et puis il faut comparer, et puis voir un peu la signification. On fait un genre de conclusion. Voilà, donc c'est ce qu'on voit dans ce paragraphe. Hein. Écriture de la grandeur x mesurée, avec son incertitude u de x. Alors j'ai repris l'exemple d'avant avec la bille qui tombait avec les 10 durées. Donc la bille fait une chute de 10 mètres. On a toutes ces durées, mais il va falloir dire dans notre expérience quelle est la durée de parcours de la bille. Il va falloir choisir, il va falloir mettre une valeur. Bon ce qui semble logique, c'est de faire la moyenne. On va faire la moyenne de tout ça, et ça on va dire ça va être la durée de la chute de la bille. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Voilà. Voilà, donc la moyenne, c'est ça. D'accord. Bon, voilà. On fait la moyenne. Bon. Alors, je rappelle l'incertitude. On avait trouvé 6 millièmes, je crois. Voilà, on avait trouvé ça. Alors, je vous rappelle l'incertitude. Ça veut aussi dire imprécision de la mesure. Ça veut dire qu'on a une imprécision de 6 millièmes de seconde sur cette durée-là. Mais regardons cette durée. Elle est précise à combien? Donc 1, 2, 3, 4, 5 chiffres, donc ça fait quoi ça? Ça fait, 3 ça fait millième, 10 millièmes, 100 millièmes. Donc notre durée, elle est précise au 100 millième de seconde. Or, l'imprécision est de 6 millisecondes. Donc notre durée mesurée ne peut pas être plus précise que le millième de seconde, c'est pas possible. Donc ces deux nombres, ces deux chiffres, là, le 8 et le 4, ne veulent rien dire. On n'en est pas sûr, puisque on a une imprécision de 6 millisecondes. Hein. Donc du coup, il y a une troisième règle qui va venir. C'est que la grandeur que l'on va écrire ne peut pas être plus précise que l'incertitude. Donc c'est-à-dire que l'incertitude est précise au millième de seconde, donc la grandeur mesurée doit être précise au millième de seconde. Donc il faut que je coupe ici, là. Donc il faut que je mette 431. D'accord ? Donc la grandeur que je vais garder, c'est pas celle-là. Ça c'est pas possible. Le 8 et le 4 c'est faux. La grandeur qui est plus convenable, c'est 1,431 secondes. D'accord ? Voilà. Donc j'ai rédigé ensuite. Hein. Alors règle 3. Donc on arronde, c'est d'une façon générale, hein, j'ai pris pour cet exemple, mais c'est général ce que je dis. Donc on agrandit la grandeur en utilisant la valeur de l'incertitude. La grandeur doit avoir la même précision que l'incertitude. Donc l'incertitude est précise au millième, donc la grandeur doit être précise au millième dans notre cas, donc 1,431. Voilà, ça c'est la règle 3. Alors, la conclusion est importante parce que c'est toujours ce qu'on vous demande au bac. Hein. Au bac, on vous demande toujours d'écrire la grandeur avec son incertitude. Hein.
Donc voilà la conclusion. Ben, la conclusion, c'est que la grandeur mesurée, en fait, c'est ça, hein, notre grandeur, c'est ça, et on écrit à côté plus ou moins 0,006 secondes. Voilà. Si on veut faire un petit bilan de notre expérience, hein, avec nos mesures, voilà ce qu'il faut écrire. Donc, alors le terme, hein, c'est expression de taux avec son incertitude, hein, expression de la grandeur avec son incertitude. Voilà ce qu'il faut écrire. Alors, vous voyez, je l'ai encadré parce que c'est vraiment ça qu'on vous demande au bac. Hein, donner l'expression de taux avec son incertitude, et c'est ça. Voilà. Alors, pourquoi on vous donne ça? Parce que juste après, il y a une question qui vient après, c'est préciser l'intervalle de confiance. Parce que, voilà, donc voilà, ça reste un petit peu abstrait. Donc, ce qu'on va trouver, ce dont on a besoin, nous, c'est de connaître un intervalle, hein, de durée, un intervalle de temps, là, dans lequel, eh bien, la valeur vraie, voilà, est dans cet intervalle. Voilà, c'est ça qu'on cherche. Donc, c'est la règle 5, on appelle ça l'intervalle de confiance. Alors, comment on trouve cet intervalle de confiance? Eh bien, on fait 1,431 moins 0,006, donc ici, ça va faire du 25, voilà. Voilà, ici, qui est inférieur à taux, et puis on fait 1,431 plus 0,006, donc ici on va avoir un 7. Donc, alors que signifie cet intervalle? Eh bien, ça veut dire que la vraie valeur, parce qu'on ne la connaît pas la vraie valeur, ça c'est pas la vraie valeur, ça c'est la valeur moyenne, c'est pas forcément la vraie valeur. La valeur théorique, si vous voulez, eh bien, elle doit appartenir à cet intervalle. Si on a bien travaillé, elle doit appartenir à cet intervalle. Voilà, ça veut dire ça. Voilà, donc la vraie valeur, on ne la connaît pas par les mesures. Ce que l'on peut connaître au mieux, c'est un intervalle. Et il va de soi que plus cet intervalle est serré, meilleur sera notre travail, meilleur sera nos mesures. Nos mesures seront d'autant plus précises que l'intervalle est serré. Hein. Donc l'objectif, c'est d'avoir un intervalle serré, hein, un petit intervalle. Et la valeur vraie, elle sera là-dedans. Voilà la signification d'intervalle de confiance. Alors, ceci dit, donc c'est pas en rouge, c'est pas savoir, mais en toute rigueur, la valeur vraie, elle appartient pas forcément à cet intervalle. Il y a 68% de chances que la valeur vraie appartient à cet intervalle. Alors cette histoire de 68% de chances, ça vient des mathématiques statistiques, hein, avec les écarts-types, etc. Ça vient de ça. Donc l'intervalle de confiance signifie ça, mais je l'ai mis entre parenthèses, hein, vous voyez. Donc ça veut dire qu'il y a 68% de chances que la valeur vraie, hein, la valeur théorique, si vous voulez, de la durée taux de chute, appartienne à cet intervalle. Voilà. Mais bon, pour faire simple, on peut dire que bon, la valeur vraie appartient à cet intervalle. Hein. 68%, vous voyez, c'est beaucoup. Donc voilà, donc ça je l'ai encadré parce que c'est vraiment les deux questions du bac. Hein. Quelle est l'expression de la grandeur avec son incertitude? Préciser l'intervalle de confiance. Voilà. Alors, ce que l'on va faire... alors pourquoi j'ai mis exemple 2 ah bah oui, bien sûr. Ce qu'on va faire, eh bien, on va, dans les exemples qu'on a vus précédemment, on va à chaque fois écrire l'expression de taux avec son incertitude et l'intervalle de confiance. Hein. Donc on l'a fait pour l'exemple 1, et puis on va le faire pour les deux autres exemples. Alors, on avait trouvé ça, hein, dans l'exemple 2. Hein. Donc l'expression de taux avec son incertitude, eh bien c'est ça, plus ou moins ça. Hein, voilà, oui, faut faire attention. Donc là, il y a c'est précis au millième, donc la grandeur doit être précise au millième, donc il faut couper ici. Hein. Donc ça fait 1,427 plus ou moins 0,003. Voilà. Intervalle de confiance, donc on retire 3 millièmes, donc c'est-à-dire qu'on va avoir un 4 ici, et puis on rajoute 3 millièmes, donc ça veut dire qu'on va avoir 30. Voilà l'intervalle de confiance. Donc grandeur avec son incertitude, intervalle de confiance. Hein. Donc la vraie valeur est comprise entre ces deux grandeurs. Exemple 3. Ah, alors donc là j'ai fait j'ai mis un 2 bis. Alors, on utilise un chronomètre moins précis.
donc la durée de chute de la bille, c'est 1,45 et on a une précision, une imprécision de ça. Okay, donc il faut écrire la grandeur avec son incertitude. Donc la précis au millième, précis au centième. Donc même si ça fait bizarre, je vais l'expliquer après, eh bien il faut mettre millième, il faut qu'il y ait les mêmes précisions. Donc on va écrire 1,450 plus ou moins ceci. Voilà. L'intervalle de confiance, on retire 6 centièmes, donc on va avoir un 4 et un 4. Et puis il faudra ajouter 6 centièmes, un 5 et un 6. Voilà. Alors petite remarque. Voilà. On mesure ça, et puis on se retrouve avec ça qui est plus précis. Mais attention, ceci ne représente pas une mesure, la mesure c'est ça. Ceci représente une des vraies valeurs possibles. Voilà. On appelle ça la grandeur estimée. Donc ça je l'ai écrit. Voilà. Ça ne représente pas une mesure, la mesure c'est ça. Mais ça représente une des vraies valeurs possibles, hein, dans cet intervalle-là. Voilà. Voilà, les vraies valeurs possibles, elles sont dans l'intervalle. Voilà. Il y a plus précis, 68% de chances que la valeur vraie soit dans cet intervalle. Bon, alors on va faire, vous allez faire l'exercice 4. Alors je mets l'énoncé, tac, et la feuille. Donc vous mettez en pause, vous faites le 4. Alors, je corrige. Alors c'est bon, c'est vraiment exercice de bac, hein. Écrire chaque grandeur avec son incertitude, écrire l'intervalle de confiance correspondant. Alors, l'incertitude est de 0,2 volts, elle est précise au millième, au dixième. La grandeur est précise au dixième, donc il n'y a pas de problème, on peut écrire ça comme ça, tranquillement. Donc premier cas. Alors, eh bien on va écrire donc U est égal à 12,8 plus ou moins 0,2 volts. L'intervalle de confiance, donc je retire 0,2, donc ça fait 12,6 inférieur ou égal à U, inférieur ou égal à, je rajoute 2, je rajoute 0,2, donc ça fait 13,0. Alors mettez bien 13,0, ne mettez pas 13, hein, 13,0, donc ça veut dire qu'on a une tension qui est précise au dixième. Si vous mettez 13, eh bien ça veut dire que vous avez une tension qui est précise à l'unité, hein, ce qui est moins précis. Deuxième cas. Alors, incertitude précise au millième et la grandeur beaucoup plus précise. Donc déjà, il va falloir couper, il va falloir arrondir, donc au millième. Donc je coupe après 35. Donc après j'ai un 2, donc c'est bon. Donc ça fait I égale. Donc je coupe au millième. Donc au millième, ça fait 35. Plus ou moins 0,005 ampères. Voilà, intervalle de confiance, donc je retire 5 millièmes, donc 0,030, mettez bien le 30, inférieur ou égal à I, inférieur ou égal à 0,040 ampères. Troisième cas. Troisième cas, donc c'est des forces. Alors, donc là, l'incertitude n'a pas un chiffre significatif. Donc, il faut déjà mettre un chiffre significatif par excès. Donc, U de F, eh bien, ça fait 0,02. Donc, U de F égale 0,02. Donc là, j'écris d'abord l'incertitude, puisqu'elle n'était pas bien écrite. Hein. C'est quoi? C'est des micronewtons. Et la grandeur, donc du coup, maintenant, je peux écrire la grandeur. Donc F égale, donc il faut que je sois précis au centième.
Donc ça va faire 4,36. 4,36 plus ou moins 0,02 micronewton. Et maintenant, voilà, pour l'intervalle de confiance, eh bien, je retire ici 2 centièmes, donc ça fait 4,34 inférieur ou égal à F, inférieur ou égal à 4,38 micronewton. Voilà, voilà, c'est ça qu'on vous demande au bac. Alors, je reviens au cours maintenant, donc, tac, tac. Et voilà, il faut que je revienne avant, je vous avais dit il y a un truc que je n'avais pas fait, et maintenant il faut que j'y revienne, voilà, c'est ça. Voilà, donc ça on avait vu, hein, voilà, ça on avait vu, on en était là, on avait vu. Alors maintenant, ici. Donc, je vais calculer l'incertitude. Alors là, c'est l'incertitude de quoi? Bah, sur la vitesse de la lumière. Bon, très bien. Donc c'est un peu comme l'exemple précédent. On vous donne la distance parcourue par la lumière, donc 149 millions, hein, pour faire. Donc c'est la distance Terre-Soleil. Hein. La durée du trajet c'est 8 minutes à peu près, donc en secondes ça donne 448,8 secondes. La vitesse de la lumière, bon, donc c'est, on vous la donne, hein, 3,3, bon, 10 puissance 5 km par seconde. On vous donne l'incertitude sur la distance parcourue, l'incertitude sur la durée du trajet et la formule pour trouver l'incertitude sur la célérité. Donc on met tous les nombres, c'est comme l'exercice, comme dans l'exemple 3, on met tous les nombres. Voilà, et on trouve ça. Donc, il s'agit du calcul d'une incertitude, donc règle particulière pour arrondir les incertitudes, c'est un chiffre significatif par excès. Donc il nous faut un chiffre significatif par excès. Alors, donc là, ce qu'il faut faire, c'est mettre en écriture scientifique. Hein. Donc, du coup, en écriture scientifique, on met la virgule ici, 1 virgule, et on décale la virgule de 3 rangs vers la droite, donc ça fait 1,1 10 puissance 3. Mais on veut un chiffre significatif par excès, donc il faut passer de 1,1 à 2. Hein. Donc 2 10 puissance 3 mètres par seconde. Voilà, donc ça, c'est l'incertitude dans ce cas-là. On a une puissance de 10. Alors maintenant, on va écrire là, donc je reviens, je continue le cours, donc maintenant, voilà, tout ça on a fait, voilà, on est là. Donc on avait trouvé 2 10 puissance 3 pour l'incertitude, et la célérité, la vitesse de la lumière, c'était ça. Ben, il faut écrire la grandeur avec son incertitude. Alors, vous voyez, donc cet exemple est particulier. C'est un peu délicat, hein, il faut faire attention. C'est tombé au bac. Hein. C'est un peu particulier parce qu'on avait des puissances de 10. Jusqu'à présent, dans les exemples qu'on avait vus, il n'y avait pas de puissance de 10. Là, on a des puissances de 10. Et avant d'écrire la grandeur avec son incertitude et l'intervalle de conscience, il faut que les puissances de 10 soient les mêmes. D'accord? Il faut que les puissances de 10 soient les mêmes. Voilà, donc ça c'est la règle d'après que je mets. Bon, je ne sais pas si je l'ai écrit. Voilà, donc règle 6, donc ça vous l'admettez, hein, C et UC doivent avoir les mêmes puissances de 10. Donc je prends, alors on peut prendre soit celle-là, soit celle-là, on en prend un, donc là j'ai du 10 puissance 3, et il faut que je mette du 10 puissance 5. Alors on y va tranquillement, voilà. Alors comment je fais pour avoir du 10 puissance 5? Eh bien j'écris 2 10 puissance 5, hein, j'écris égal 2 10 puissance 5. Mais 2 10 puissance 3, c'est pas égal à 2 10 puissance 5. Pour que ça soit égal, il faut que je multiplie donc 2 10 puissance 5 par 10 puissance moins 2. Comme ça, la puissance de 10 sera bien égale à 3. Hein, vous comprenez bien que... Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, d'accord, ce que j'ai fait là, oui, c'est l'inverse, ok. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est l'inverse. Hein. Donc ce qu'on veut, c'est ici avoir... c'est soit l'un soit l'autre. On va faire les deux de toute façon. Hein. Donc on va avoir du 10 puissance 3 ici. Très bien. Donc je prends ce nombre. Alors comment avoir du 10 puissance 3? Eh bien, j'écris 3,33 10 puissance 3. Voilà. Mais, et pour avoir du 10 puissance 5, il faut que je mette fois 10 puissance 2. Hein. C'est-à-dire comme ceci. Hein. C'est-à-dire que ceci, on est bien d'accord que c'est égal à ça. Et voyez, maintenant, j'ai les mêmes puissances de 10 là. Et donc, maintenant, ce que je vais faire ça fois ça. D'accord? 3,333 fois 10 puissance 2, eh bien, ça fait 333,3.
Voilà, et donc maintenant, vous voyez, mon incertitude et ma grandeur ont bien les mêmes puissances de 10. Donc ça, dès que vous avez des puissances de 10, c'est le premier travail à faire. Alors je sais, ça fait pas mal de petits détails, mais si vous voulez, c'est la leçon. Puis on va faire beaucoup d'exercices, voilà. Voilà, ça c'est la première chose à faire. Et maintenant, il faut appliquer les règles 4 et 5 qu'on avait vues. C'est-à-dire que la grandeur ne peut pas être plus précise que l'incertitude. Donc vous voyez, ici c'est précis à l'unité, et là c'est précis au dixième, donc il va falloir que j'enlève le 3, ici. D'accord ? Donc du coup, la célérité, je vais l'écrire 333 fois 10 puissance 3. D'accord ? Alors je crois que j'ai rédigé après. Voilà, or C doit avoir la même précision que U de C, voilà, donc de 10 puissance 3. Alors l'unité, alors c'est la précision, c'est l'unité de tout ça, voilà, l'unité de tout ça. La précision, c'est le dixième de tout ça, le dixième de tout ça. Alors tout ça, c'est pour expliquer, pour que vous ayez une trace écrite. Ça s'écrit pas du tout dans la copie, tout ça. Donc du coup, on a dit 333 10 puissance 3. Donc du coup, eh bien, si j'écris la grandeur avec son incertitude, je vais écrire ça, plus ou moins ça. Voilà. Alors, j'ai fait l'autre méthode. On pouvait avoir du 10 puissance 5 aussi. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on va transformer ça en 10 puissance 5. Ah oui, alors l'intervalle de confiance, d'accord. Donc 333 moins 2, donc ça fait 331 10 puissance 3, inférieur ou égal à C. 333 plus 2, donc 335 pour l'autre borne, 10 puissance 3. Voilà. Alors, autre écriture possible. Alors, donc là, j'ai du 10 puissance 5. Je veux du 10 puissance 5. Donc je vais mettre 2 10 puissance 5 fois 10 puissance moins 2. Voilà, donc ça est égal à ça. Donc je veux garder le 10 puissance 5, donc ici je vais avoir 0,02. Voilà. Et donc maintenant, je peux les assembler. Alors attention, maintenant il faut que j'utilise la règle 4 et 5. La précision de la grandeur doit être la même que la précision de l'incertitude, donc précis au centième, précis au centième. Donc ici, il faut que je coupe ici. Donc je vais écrire 3,33, 10 puissance 5, plus ou moins ceci. Alors je crois que j'ai rédigé après, voilà. Donc centième, donc U de C précis au centième de tout ça. Oui, là je me suis trompé d'ailleurs, c'est centième de 10 puissance 5 ici, centième de 10 puissance 5 km par seconde. Donc du coup, on a dit qu'on coupait comme ceci, effectivement, au centième, voilà. Donc, intervalle de... non, la grandeur avec son incertitude, et l'intervalle de confiance, donc je retire 2 centièmes, donc 3,31, pour la borne de gauche, 10 puissance 5, et pour la borne de droite, je rajoute 2 centièmes, 3,35, 10 puissance 5. Voilà. Eh bien, vous faites l'exo de cours 5, donc vous mettez sur pause, et vous faites l'exo de cours 5. Bon, je le corrige. Alors, la lettre, ça c'est la lettre grecque lambda. Donc lambda vaut ça, c'est des longueurs d'onde. Donc lambda vaut ça, l'incertitude sur lambda vaut ça, toujours pareil, en fait c'est comme le 4, mais sauf qu'il y a des puissances de 10. Écrire la grandeur avec son incertitude, écrire l'intervalle de confiance. Alors, première chose, l'incertitude, un chiffre significatif par Excel. Donc U de lambda égale. Alors, on a 2,4, donc on va mettre 3. 3 10 puissance moins 8. 3 10 puissance moins 8 mètres. Alors, la grandeur avec son incertitude, lambda égale. Donc, ici, il faut qu'on ait les mêmes puissances de 10. J'ai 10 puissance 7. Donc, du coup, je vais faire apparaître 10 puissance 7 ici. Donc je mets 3 10 puissance 7, 10 puissance moins 7, pardon. 3 10 puissance moins 7, voilà. Donc pour que ça soit égal, vous comprenez bien qu'il faut mettre 10 puissance moins 1. Voilà,
que ce soit égal. Hein. Donc moins 7, moins 1, ça fait bien moins 8. Et donc maintenant, je veux conserver ma puissance de 10, 10 puissance moins 7. Donc 3 fois 3, 10 puissance moins 1, ça fait 0,3. Donc ça fait 0,3 fois 10 puissance moins 7 mètres. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Hein. Si vous vous sentez à l'aise, vous passez directement de là à là. D'accord? Mais ça évite de se tromper. Alors, donc du coup, il faut que j'arrondisse. Alors, le lambda, donc maintenant j'ai mes puissances de 10, 10 puissance moins 7 pour lambda, 10 puissance moins 7 pour l'incertitude, donc c'est parfait. L'incertitude est précise au dixième hein, de cette unité, donc il faut que je coupe un chiffre après la virgule, donc ça va faire 4,6. Donc ça va faire 4,6, 10 puissance moins 7, plus ou moins 0,3 fois 10 puissance moins 7 mètres. Voilà, donc vous voyez, j'ai bien les mêmes puissances de 10, un chiffre significatif, ici, pour l'incertitude, et la grandeur, elle est bien arrondie au dixième, comme l'incertitude. Alors, l'intervalle de confiance. Alors, en fait, on vous fait faire tout ça, si vous voulez, parce que si on fait ça, c'est facile d'écrire l'intervalle de confiance. Imaginons qu'on n'ait pas les mêmes puissances de 10, je vois pas comment on pourrait écrire l'intervalle de confiance. Voilà. Maintenant, c'est facile. Pour écrire l'intervalle de confiance, je fais 4,6 moins 0,3. Donc, ce qui fait 4,3 fois 10 puissance moins 7, inférieur à lambda, inférieur, et là je rajoute 0,3, ouais. Donc ça fait 4,9 fois 10 puissance moins 7. Voilà. Alors, dans les livres, alors on écrit ça aussi comme ça, parfois on l'écrit comme ça, on met 10 puissance moins 7 en facteur, hein. Donc on peut écrire ça comme ça, 4,6 plus ou moins 0,3, voilà, fois 10 puissance moins 7 mètres. Voilà, ça aussi, c'est une écriture qu'on peut mettre. Voilà pour l'exercice 5. Alors, on retourne au cours. Alors là, on a bientôt fini. Hein. On a bientôt fini. Donc c'est là. Voilà, deux choses à voir. Alors, moins importantes. Hein. Voilà, ça c'est vraiment le cœur de la leçon. Alors, au bac, vous avez une question qu'on peut rajouter. Voilà, par exemple, ici, voilà, vous trouvez, ah oui, j'ai enlevé, donc dans l'exercice qu'on a fait, on a trouvé la longueur d'onde, et on vous donne la vraie longueur d'onde, la longueur de référence, si vous voulez, ou théorique, et on vous dit, est-ce que vous avez fait une bonne mesure? Oui ou non? Voilà. Voilà, alors la question, ça sera comparer la mesure avec la valeur de référence. Voilà. Si vous avez cette question-là, donc voilà ce qu'il faut répondre. Alors, le programme, je trouve qu'ils auraient pu faire plus simple. C'est un peu compliqué, ce qu'ils demandent à faire dans le programme, donc je le fais parce que, voilà, pour que vous puissiez répondre, mais je trouve que c'est un peu compliqué. Alors, si vous avez cette question, voilà ce qu'il faut faire. Alors, je crois que j'ai pris un exemple. Voilà, moi j'ai pris avec le son, hein, de tout à l'heure. Hein. Alors, là, oui, c'est ça, donc la célérité du son. Donc la célérité, c'est du son, vous savez que la valeur de référence, c'est 340, bon, à une certaine température, à une certaine pression, bon, voilà, 340. Et imaginons qu'on ait fait une expérience, et nous, on trouve 350, bon, voilà. Et on a une incertitude de 9 mètres par seconde. Bon, c'est bien, c'est pas bien, c'est précis, on a fait un bon travail ou pas. Eh bien, pour savoir ça, eh bien, il faut voilà, appliquer la méthode que je décris maintenant. C'est la règle 7. Alors, voilà, ça c'est, donc, la question est comparer la valeur expérimentale à la valeur de référence. Eh bien, il faut faire ce petit calcul-là que vous devez apprendre par cœur. Hein. Donc, les barres comme ça veut dire valeur absolue, hein, ça veut dire que si c'est négatif, on n'en tient pas compte. Donc, on fait la différence entre la mesure et la valeur de référence, hein, entre la mesure et la valeur de référence. Voilà, donc c'est l'écart, hein, l'écart entre les deux. Voilà. Donc l'écart entre les deux, donc la mesure, donc 350 moins 40, ça fait 10, voilà. Mais à la limite, on aurait pu faire x référence moins x mesure, parce que comme c'est valeur absolue, on aurait trouvé, si on fait x référence moins x mesure, donc on fait 340 moins 350, ça fait moins 10,
mais valeur absolue de moins 10, ça fait 10, d'accord? Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'écart. Hein, l'écart des grandeurs divisé par l'incertitude. Et donc, si c'est inférieur à 2, eh bien, ça veut dire que la mesure est bonne. Voilà. Alors, il ne faut pas écrire sur la copie la mesure est bonne, il faut écrire la mesure est compatible avec la valeur de référence. Voilà, il y a ce petit vocabulaire à connaître aussi. Bon, eh bien, on fait le calcul. Hein. Donc 350 moins 340 divisé par 9. Voilà, donc c'est bon, voilà. Hein. Hop. Et donc on trouve 1,1. Bah, c'est inférieur à 2, et ben on écrit la mesure est compatible avec la valeur de référence. Voilà. Eh bien, vous faites l'exercice 6. Vous mettez sur pause et vous faites l'exercice 6. Ça. Bon, alors je corrige. Reprise de l'exercice... oui, excusez-moi. Non. Donc, reprise de l'exercice 5, excusez-moi. Donc, remettez pause. Hein. Voilà, hein, c'est la suite de cet exercice-là. Donc, vous remettez pause et vous le faites. Alors, je corrige. Donc, la suite de cet exercice. Alors, la longueur d'onde de référence, c'est ça. Donc, il faut comparer la valeur expérimentale avec la valeur de référence. Très bien. Bon, ben, il faut faire le petit calcul. Donc, on écrit le calcul à faire. Donc, c'est lambda meuse, hein, mesure, moins lambda référence. Bon, après, j'aurais pu mettre lambda ref moins lambda meuse. Hein, c'est l'écart. Hein, l'écart entre les deux grandeurs, théorique et expérimentale. Divisé par l'incertitude, hein, par l'erreur, par l'imprécision, si vous voulez. Alors on avait trouvé, donc j'arrondis, là c'est 2,458, donc ça fait 3 10 moins 8, hein, d'accord. Ah oui, donc divisé par U de lambda. Allez, donc là vous voyez, on calcule une différence, donc il faut appliquer la règle de la différence, donc c'est-à-dire que il faut que les unités soient les mêmes, d'accord, hein. Donc vous voyez, ici on a des nanomètres, ici on a des mètres, voilà, donc il faut mettre la même unité. Donc, ce que j'ai oublié de préciser, tout dans le cours, c'est que cette grandeur est sans unité. D'accord ? Donc l'unité du numérateur doit être égale à l'unité du dénominateur. Donc ceci est en mètres, hein, l'incertitude, donc il faut tout mettre en mètres. Alors, donc Meuse. Alors on avait écrit. Alors on avait arrondi, hein. On avait, je l'ai ici, je suis bête. Voilà, bah c'est là, ouais. C'est ici. Voilà. Donc 4,6 10 moins 7 moins 476, alors c'est nanomètres, hein. Alors petit n, c'est la puissance de 10, c'est un nombre, c'est la puissance de 10, 10 puissance moins 9, donc 10 puissance moins 9, voilà, sur ça, sur ça, 0,3, 10 puissance moins 7. Voilà, donc on trouve 0,86. Hein, donc je le mets entre parenthèses. Hein. Voilà. Alors, donc en toute rigueur, il faudrait mettre un chiffre significatif. D'accord ? Alors là, entre guillemets, un nouveau cas particulier. Parce que, en fait, quand on fait ce calcul-là, on ne cherche pas à avoir quelque chose de précis. On cherche ce qu'on appelle un seuil. C'est-à-dire, est-ce que le résultat est inférieur à 2 ou est-ce qu'il est supérieur à 2 ? Donc la précision là du résultat, on s'en moque. Si on a 1,1 ou 1,4, c'est pareil, c'est inférieur à 2. Vous voyez, on cherche un seuil. Donc du coup, là, on n'est pas obligé de respecter un chiffre significatif. Ce que je vois, c'est qu'on a 1,86, c'est inférieur à 2. Voilà, on écrit ça comme ça, inférieur à 2. Donc du coup, on écrit
la mesure, donc, la mesure est compatible avec la valeur de référence. Voilà. Petite remarque, hein, si on avait arrondi avec un chiffre significatif, on aurait trouvé 0,9. D'accord ? Mais bon, je préfère vous dire de ne pas arrondir. Pourquoi ? Parce que, imaginons que on n'ait pas eu un 86, mais 1,6. Alors, voilà, 1,6 inférieur à 2, donc on met cette conclusion. Mais si voilà, vous êtes rigoureux et vous vous dites, voilà, un chiffre significatif, donc j'arrondis, et donc là, si vous arrondissez, vous allez mettre 2. Alors 2 inférieur à... Bon, on ne peut pas conclure, vous voyez, si vous voyez. Donc là, c'est un peu particulier. Comme on cherche un seuil, eh bien là, il faut pas... Ça sert à rien d'arrondir, si vous voulez. D'accord ? Bon, alors, dernier paragraphe du cours. Alors, ce qu'on va voir là, c'est plutôt utile pour les ECE. Hein, donc, à la fin de l'année, vous aurez une épreuve expérimentale à passer. Donc, voilà, vous aurez des mesures à faire. Et ce qu'on peut vous demander, c'est d'estimer l'incertitude, sans calcul. Sans calcul. Hein. Voilà, vous allez faire une mesure. Voilà, vous allez mesurer une tension, par exemple, et on vous dit, et dans le CE, on va dire, estimer l'incertitude du voltmètre, enfin l'incertitude de la tension. Hein. Bon, alors on peut avoir une idée de la valeur de l'incertitude sans calcul, et c'est très simple. C'est tout simplement la plus petite valeur mesurée par l'appareil qu'on utilise. Hein, je vais vous donner des exemples. Alors règle vite. Hein. Donc en première approximation, l'incertitude d'une grandeur mesurée est égale à la plus petite mesure réalisée par l'appareil. Donc concrètement, regardez. Vous mesurez 12,4 cm avec votre règle. Eh bien, votre règle, quelle est la plus petite distance qu'elle est capable de mesurer? Ben, c'est 1 mm. Hein, les règles sont graduées avec 1 mm. C'est-à-dire, si je le mets en centimètres, c'est 0,1 cm. Donc l'incertitude sur la distance D, voilà, en première approximation, sans calcul, vous voyez, c'est rapide. L'erreur que vous commettez, si vous voulez, quand vous mesurez, c'est 1 mm. Hein, voilà, vous faites une erreur. L'imprécision est de 1 mm, ou de 0,1 cm. On va laisser en centimètres. Voilà, donc U de D, 0,1 cm. Vous mesurez une tension de 32,38 volts. Quelle est l'incertitude approximative? Enfin, en première approximation. Eh bien, le voltmètre, là, la tension la plus petite tension qu'il peut mesurer, c'est 1 centième de volt, hein, 0,01 volt. Donc l'incertitude sur U sera de 0,01 volt. Ensuite, vous avez un ampère-mètre qui mesure ceci. La plus petite intensité qu'il peut mesurer, c'est 1 millième de milliampère. Donc, l'incertitude sur l'intensité vaut 1 millième de milliampère. 0,001 milliampère. Voilà, donc cette leçon est terminée. Merci.